Bonsoir. Réglez le volume selon votre confort, installez-vous confortablement, fermez les yeux, écoutez en respirant profondément. Cette histoire s'intitule « Un mafioso dans la chambre de bonne ». Le jeune Folco Mondovi sent ses cheveux frisés se dresser sur sa tête lorsque sa belle maîtresse de 17 ans, Angelina Gravina, lui déclare « Si tu te maries, je me suicide ». À travers son opulente chevelure sombre, Angelina appuie le canon d'un revolver sur sa tempe. « Rends-moi ce revolver » demande le jeune homme. « Viens le prendre et tu verras. » Folco cherche ce qu'il pourrait dire, ou ce qu'il pourrait faire. C'est que la situation est particulièrement dramatique. Le mariage est dans 1 heure. Et ce n'est pas tout. La scène se passe à son propre domicile, c'est-à-dire là où ce soir, après le dîner de mariage, il doit ramener sa jeune épouse. Pas la moindre idée un tant soit peu intelligente n'émerge dans le cerveau affolé du garçon. Aucune parole sensée ne sort de ses lèvres. Il sent simplement une boule dans son estomac, une sueur froide sur ses tempes. « Écoute, Angelina, tu ne peux pas faire ça. Alors ne me chasse pas. »« Mais puisque je me marie dans 1 heure !» Voilà ce que c'est d'avoir trop longtemps partagé sa vie avec 2 filles à la fois. Folco est un beau garçon de 20 ans, héritier d'une petite fabrique de vannerie qui marche quasiment toute seule. Depuis 2 ans, il ne sait qui choisir. La brune, splendide et farouche Angelina, paysanne aux yeux obliques, ou la blonde Margarita, mince, éthérée à la peau transparente. Finalement, le destin a choisi pour lui. Margarita s'est trouvée enceinte. En Sicile, où se déroule cette affaire, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Il décida donc d'épouser Margarita, qui est la fille de commerçants aisés. Malheureusement, au lieu de rompre immédiatement avec Angelina, devant le caractère entier de la jeune paysanne, inquiet, prudent, il a cru bon de ménager sa susceptibilité, de lui apprendre en douceur ses décisions. Et voilà le résultat. Dans la villa coquette où il habite près de Palerme, dans son costume noir tiré à 4 épingles, il serre contre lui cet enfant en larmes pour essayer de la calmer, pour essayer aussi de lui reprendre le revolver. Angelina brusquement s'écarte de lui. Furieuse, avec ses yeux sombres lançant des éclairs, elle rugit. « Tu regardes ta montre !» C'est vrai. Folco, qui craint d'arriver en retard à l'église, vient de jeter un œil angoissé à son poignet. « Bon, eh bien vas-y, allez, va te marier, va épouser ta putain !» Pour désigner Margarita, Angelina a utilisé ce qualificatif aussi vigoureux qu'il méritait. Le jeune homme, surpris par ce revirement, ne sait trop que penser. Angelina parle-t-elle sérieusement? Veut-elle bien lui rendre le revolver? Oui. Angelina, qui semble avoir pris brusquement son parti, rend le revolver, et quelques minutes plus tard, ils se séparent devant la maison. En sortant sa voiture du garage, Folco se sent à la fois soulagé et inquiet. Soulagé parce qu'il va pouvoir se marier. Inquiet parce qu'il se doute bien que l'affaire n'est pas définitivement réglée. Il est évidemment loin d'imaginer qu'elle va prendre des proportions quasi planétaires et mettre sur les dents des polices du monde entier. Ce 6 octobre 1965, vers 1 heure du matin, Folco Mondovi rentre sa voiture dans son garage aux environs de Palerme. À ses côtés, la belle et blonde Margarita, mince, vaporeuse, qu'il vient d'épouser aujourd'hui même. Avant d'entrer dans la maison, saisi d'une sorte d'appréhension, Folco jette un œil vers les fenêtres. Tout paraît calme, et les nouveaux mariés pénètrent dans la maison tendrement enlacés. Tandis que le jeune époux fait des rondes jambes et s'efforce d'être attentif et affectueux avec la jeune épousée, il s'aperçoit que le revolver qui devait être dans le tiroir de son bureau n'y est plus. La belle Margarita va et vient dans la maison qu'elle connaît à peine. « Tiens, je n'avais pas remarqué ces gros bougeoirs sur la commode. Oh mon Dieu, comme ton papa a l'air sévère sur cette photographie. Oh, le joli vase. » Et bien entendu, tout doucement, leurs pas se dirigent vers la chambre. Mais brusquement, Margarita, l'air étonnée, et Folco, plus mort que vif, se fige. « Tu as entendu ?» dit Margarita. « Oui. » Folco a entendu une porte grincer. Une porte lointaine, celle d'une chambre de bonne qui ouvre au dernier étage face au grenier. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Margarita. « Je vais voir. » Tandis qu'il monte l'escalier, Folco a déjà compris, c'est l'horreur. Angelina est revenue. Un ray de lumière filtre sous la porte. Le cœur battant, il tourne la poignée. Dans la chambrette, allongée sur le lit, au pied d'une immense armoire, Angelina, plus brune et plus belle que jamais, le regarde entrer de ses yeux obliques. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es folle ?» Angelina, pour toute réponse, lui tend des bras amoureux. Du bas de l'escalier, la voix de Margarita s'élève angoissée. « Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un là-haut ?»« Non,
Enfin, si. Attends, j'arrive. C'est court un escalier à descendre lorsqu'on cherche désespérément une idée qui ne vient pas. D'en bas, Margarita s'étonne. Quoi? Tu dis qu'il y a quelqu'un là-haut? Oui, il y a quelqu'un. Évidemment, le plus simple serait de dire la vérité. Au lieu de cela, Folco, en atterrissant au rez-de-chaussée devant l'œil interrogatif et les sourcils froncés de Margarita, profère le premier mensonge qui lui vient à l'esprit. C'est quelqu'un que je cache. Il est encore temps d'avouer. Tout pourrait peut-être s'arranger. Mais Margarita est devenue tellement méfiante, froide, si différente que Folco perd définitivement les pédales. J'espérais qu'il serait parti, mais il est encore là. Et qui est-ce? Un homme de la mafia. En Sicile, la mafia fait peur, mais elle est un élément de la vie quotidienne. Pour d'innombrables raisons, il peut se faire qu'un jeune homme respectable ait à compter avec elle. Margarita n'est donc que modérément surprise. Elle se contente d'insister pour connaître son nom. À quoi bon? Je veux savoir. Sergio Amalfi. Cette fois, Folco a été un peu fort. Il a cité le premier nom qui lui venait à l'esprit, et c'est celui d'un des plus célèbres, des plus redoutables bandits qu'ait connu la Sicile. Mêlé à tous les trafics, 2 fois évadé, il est recherché par les polices du monde entier. Margarita ouvre des yeux ronds. Sergio Amalfi? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Le jeune homme fournit un genre d'explication alambiquée et conclut. Je te promets qu'il ne restera pas là. Dès demain, je lui ferai comprendre qu'il doit partir. Mais toi, surtout, n'y va pas. Tu ne dois pas savoir qu'il est là. Si on avait un problème avec la police, il faut que tu restes en dehors de tout ça. C'est en effet une sage proposition, et Margarita promet. Jusqu'à ce que Sergio Amalfi soit parti, non seulement elle ne mettrait jamais les pieds dans cette chambre, mais elle ne monterait pas au dernier étage et fera tout pour l'éviter. Malheureusement, c'est une promesse qu'il sera très difficile de tenir. Le lendemain, tout se passe bien. Le jeune homme va travailler, la jeune femme reçoit des amis durant l'après-midi. Et le soir venu, dans le lit conjugal, elle demande. Il est parti? Non, il attend un faux passeport. Le surlendemain, même scénario. Le passeport est arrivé? Non, mais je l'attends d'un jour à l'autre. Le 3e jour, Margarita s'étonne. Mais enfin, tu ne peux pas l'obliger à partir? Non, ce serait trop dangereux. En réalité, la situation est devenue absolument extravagante, car chaque jour, et même 2 fois les samedis et les dimanches, le jeune Folco se rend visite au prétendu Sergio Amalfi, soi-disant pour lui porter à manger. En vérité, il se laisse aller à de longues étreintes amoureuses. Ceux qui aiment les amours compliqués doivent apprécier cette situation, pour le moins pimentée et riche en émotions diverses, à laquelle le jeune homme paraît s'être finalement adapté. Si les voisins et les amis de Folco le trouvent plein d'entrain et de joie de vivre, bien qu'un peu pâle et amaigri, les parents de Margarita trouvent celle-ci bizarre. Ils ont l'impression qu'elle leur cache quelque chose. Tant et si bien qu'à force de la presser de questions, ils finissent par obtenir la vérité, ou du moins ce qu'elle croit être la vérité. Nous cachons un mafioso dans la chambre du 2e étage. Qui ça? Sergio Amalfi. Le visage rougeaud du papa de Margarita se décolore et devient verdâtre. Le chignon gris de la maman se met à trembler sur le sommet de son crâne. Malgré la promesse faite à sa fille de ne rien dire, le beau-père exige un entretien d'homme à homme avec Folco. « Vous ne pouvez pas garder cet homme chez vous. »« Je sais, mais comment faire? Il est armé. »« Alors il faut prévenir la police. »« Vous n'y pensez pas. »« Non, c'est vrai, le vieil homme n'y pensait pas sérieusement. En Sicile, on observe la règle de l'omerta, la loi du silence. Car si la police a des prisons, la mafia a de la mémoire. » Au bout de 15 jours, Dieu sait comment, des rumeurs étranges parviennent tout de même à la police locale. Le célèbre Sergio Amalfi se cacherait chez le jeune Folco Mondovi. Cela paraît bizarre aux policiers, car il y a déjà 3 ans que le bandit aurait quitté la Sicile. Les polices du monde entier font donc le point sur l'individu. À Washington, on dit « Il était à New York l'année passée, d'où l'on pense qu'il aurait gagné la côte Pacifique. » Rome confirme qu'à son avis il serait aux États-Unis, mais après s'être fait complètement transformer le visage par un chirurgien esthétique au Maroc. Rabat confirme à son tour, mais en ajoutant qu'à son avis, il aurait gagné Hong Kong. Or, Hong Kong est incapable de donner la moindre précision. Un spécialiste de la lutte anti-mafia vient exprès à Palerme pour mener une enquête, et le cas échéant, organiser la capture. Mais tandis que des télescopes sont braqués sur la ville du jeune homme et des micros directionnels ultra-puissants cachés dans les arbres, l'affaire va connaître un dénouement inattendu. Le 27 octobre 1965, soit 3 semaines après son mariage,
Margarita fait une étrange découverte dans la salle de bain. Ce n'est pas la première fois qu'elle y a trouvé des traces de Sergio Amalfi. Une fois, c'était une brosse à dents. Une autre fois, une robe de chambre masculine. En réalité, il s'agissait d'une robe de chambre de Folco, mais qu'elle ne connaissait pas. Une autre fois encore, elle a entendu des éclats d'une radio, vite assourdie. Chaque fois, fidèle à sa promesse et bien qu'il lui en coûte, elle s'empressait de ne rien voir, de ne rien dire, de ne rien entendre, espérant chaque matin que l'hôte encombrant s'en irait dans la journée. Seulement cet après-midi, la trouvaille est plus surprenante. Il s'agit d'un pullover, vert et angora. Il a dû glisser des mains de Sergio Amalfi car il est tombé sur le carrelage. Elle se baisse et le ramasse. Elle le trouve bien moelleux. Bien trop moelleux pour un bandit de cette trempe. Margarita le saisit par les épaules, le plaque contre elle et se regarde dans la glace. Il est à peu près de sa taille. Elle imaginait Sergio Amalfi plus grand que cela. Et puis la forme, l'encolure, les manches, c'est un pullover de femme. Instinctivement, Margarita regarde le plafond. Au-dessus de la salle de bain se trouve la fameuse chambre de bonne, et un horrible soupçon la saisit. En même temps, elle se dit qu'elle est idiote, et qu'il doit y avoir une explication. Après tout, cet Amalfi qui se cache s'est peut-être enfui avec les vêtements qui lui tombaient sous la main. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus vraisemblable à imaginer? Que son mari cache une femme dans sa propre maison, ou qu'un mafioso en fuite s'habille avec un pullover de femme? Elle décide tout de même de téléphoner à Folco à son bureau. Malheureusement, celui-ci n'est pas là. Les minutes passent. Margarita, contre toute raison, ne parvient pas à retrouver le calme. Elle se remémore les attitudes, les allées et venues de son mari, et brusquement se décide. Au pied de l'escalier, elle prend son souffle et monte lentement une marche après l'autre. Elle essaie de ne pas faire trop de bruit, mais sans compter surprendre l'inconnu, homme ou femme, qui entendra forcément grincer le palier du premier étage. En effet, le palier du premier étage grince. Alors, d'un pas qu'elle force à être aussi naturel que possible, elle gravit les dernières marches. Devant elle, sur le palier du second, 2 portes, celle du grenier, celle de la chambre de bonne. Sur le panneau de bois peint en vert wagon, sa jolie main blanche frappe 3 petits coups. Elle frappe encore. Comme personne ne répond, elle s'éclaircit la voix pour demander. « Il y a quelqu'un » N'obtenant toujours pas de réponse, le souffle court, elle tourne la poignée de la porte. Aucun bruit, aucune réaction. Elle pousse un peu plus la porte et passe la tête. La chambre paraît bien vide. Mais habitée. Habitée par un homme ou par une femme? Elle entre et regarde autour d'elle. Une radio sur la table de nuit, des piles de journaux illustrés, la robe de chambre masculine qu'elle reconnaît, un paquet de cigarettes, des mégots sans rouge à lèvres dans un cendrier, une assiette, un verre, des boîtes de biscuits. Mais là, dans l'armoire, quelque chose craque. Margarita, convaincue que le célèbre Sergio Amalfi ne s'y cacherait pas, comprend que ça ne peut être qu'une femme. D'un seul geste, elle ouvre l'énorme porte du meuble. Le temps d'apercevoir une forme brune qui serre contre elle de la main gauche un châle et un manteau féminin, et de la main droite un revolver, Margarita est projetée en arrière par la première balle. La seconde fait éclater les vitres de la fenêtre. Des micros directionnels archipuissants cachés dans les arbres ont enregistré la déflagration. Les téléobjectifs voient éclater la vitre de la chambre de bonne. Lorsque les carabiniers munis de boucliers et de gilets pare-balles lancent des sommations avec leurs porte-voix, la porte de la villa s'ouvre. Le doigt sur la gâchette de leur mitraillette, il voit sortir une très jeune femme brune aux yeux obliques et d'une grande beauté. « Où est Sergio Amalfi » demande un brigadier. « Sergio Amalfi ? C'est moi !» Les brancardiers emportent Margarita sur une civière, plus blonde, pâle et transparente que jamais. Blessée au ventre, elle se rétablira. Les policiers conduisent Angelina, plus brune et plus farouche que jamais, vers la prison. Folco Mondovi, seul sur le pas de sa porte, ne trouve rien à dire pour conclure, sinon qu'il ne pouvait pas se séparer d'aucune des deux. Quelques jours plus tard, le facteur, seul être humain à lui rendre encore visite, apportera une nouvelle. Dans sa prison de Palerme, la belle et brune Angelina est enceinte.